Je remplace Gigi sur le France-Brésil et puis évidemment on presse la prolongation et on élimine cette équipe du Brésil qui était exceptionnelle à l'époque, qui avait des talents mais monstrueux, quoi. Donc on fait peut-être le plus difficile. Après, effectivement, il y a la blessure Michel qui joue et Gigi qui joue handicapé contre l'Allemagne. Ils sont pas 100% et on n'y est pas du tout contre l'Allemagne. On a vraiment tout donné contre le Brésil et ça s'est senti physiquement, quoi. Frustration énorme, quoi. Frustration encore une fois énorme de passer à côté alors que tu as battu une équipe du Brésil sur le papier qui était monstrueuse avec Zico, Socrates, Falcao. Ouais. Ce milieu de terrain-là brésilien, je sais pas s'il y a un équivalent dans toutes les équipes du Brésil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode avec Jean-Marc Ferreri. On va parler de sa période dorée, les années bordelaises, les années marseillaises, l'équipe de France avec la Coupe du Monde 86 et la suite. C'est parti. Quand tu signes à Marseille, tu as pratiquement 15 ans ou 14 ans de carrière déjà à haut niveau. À une époque où, honnêtement, des joueurs de 30 ans qui jouent encore à ce niveau, c'est assez rare. Comment t'expliques que tu sois encore bankable à 30 ans et que tu rejoignes le plus grand club de France à ce moment-là? Parce que je fais des bons matchs avec les clubs respectifs. Bon, Auxerre bien sûr, et puis les Girondins de Bordeaux. Je fais quand même 5 grosses saisons avec les Girondins, hein, où je flambe, j'adore ce club, je m'éclate. Et là, Bernard Tapie, il me voulait depuis déjà pas mal d'années. Puis le Bordeaux OM, je pense, l'a marqué aussi dans sa tête. Ouais, Où ce on deuxième gagne but 3-0, je fais le doublé, j'ai failli faire le triplé. Je fais un très gros match au match aller, donc forcément, dans sa tête, il a dit, moi, dès que j'aurai l'opportunité, je voudrais prendre Ferreri, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il te dit au téléphone? Parce que c'est un peu la légende de Tapie d'utiliser énormément de superlatifs quand il veut faire venir un joueur. Qu'est-ce qu'il utilise comme argument à cette époque-là pour te faire venir toi? Il me parle justement de ce Bordeaux OM, quoi. Disant, tu nous as fait la misère, tu nous as humiliés avec les Marseillais. Maintenant, tu vas le faire chez nous. Donc, faut absolument que tu viennes. Et je signe le dernier jour du mercato. J'avais fait toute la préparation avec la JA. D'ailleurs, on était en stage à Annecy, donc je m'apprêtais à finir les 3 dernières années de mon contrat à Auxerre, quoi. Je m'attendais pas à partir comme ça à la fin du mercato à l'OM. Alors, on a complètement zappé ta période bordelaise. Alors, avant de revenir sur Marseille cette année, parce que finalement, tu fais une année à Marseille, c'est une année qui compte, enfin, en tout cas, lors de ton premier passage. Mais quand tu pars à Bordeaux, c'est d'une part, j'imagine, l'ambition, c'est aussi un petit peu le vouloir tourner la page d'Auxerre. Raconte-nous ton arrivée là-bas et qu'est-ce qui te convainc que tu as fait le bon choix? Le transfert, il est très anecdotique. Enfin, il est très atypique et évidemment, il est gravé à jamais dans ma mémoire. En fait, quand Giroud ouvre les portes avant la Coupe du Monde, c'était au mois de mai, il dit OK, je le lâche. Donc là, les 4 grands clubs français m'appellent. Donc il y a Francis Borrelli avec le PSG et Giroud, il dit, moi, je veux 20 millions de francs, qui était 2 milliards de centimes à l'époque, qui était le plus gros transfert du foot français. Et ils disent, Féfé, tu fais ce que tu veux. Moi, le club qui me donnera 2 milliards, tu partiras. Donc, PSG, ils n'avaient pas 2 milliards, ils n'avaient pas les 20 millions. L'OM, Michel Hidalgo m'appelle, Bernard Tapie m'appelle aussi, et il me voulait aussi en 86, mais ils n'ont pas les 20 millions. Et il restait plus que 2 clubs en lice. Évidemment, le Racing, avec Jean-Luc Lagardère, qui commençait à faire une grosse équipe avec Lidbarski, avec Max Bossis, Luis Hernandez, enfin, tous les grands joueurs qui ont signé en cette époque-là. Et puis évidemment les Girondins de Bordeaux qui avaient les moyens. Donc tout le staff des Girondins de Bordeaux, dont Didier Kouekou, Claude Bèze, Aimé Jacquet, ils arrivent à 10 personnes. Et ils arrivent à l'aéroport d'Auxerre-Branche et on déjeune ensemble. Donc toute l'après-midi, on discute. Et moi, je dis à Claude Bèze, j'ai dit, écoutez, président, moi ce soir, Giroud vient me chercher à 19h. J'ai rendez-vous avec Jean-Luc Lagardère à Paris pour discuter aussi avec eux. Et Claude Bèze, pendant toute l'après-midi, me dit, n'y va pas. Puisque ils vont te donner plus d'argent que nous au niveau de ton salaire. Giroud, il me dit, bon, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai mes 2 milliards, donc je m'en fous. Moi, j'ai dit, en plaisantant, j'ai dit au coach, avec quand même les 2 milliards, j'espère que vous aurez une salle de muscu à mon nom. Vous vous m'en mettrez un petit bout quand même, Ouais. où il y a mon nom dessus. Il me dit, oui, oui, fait, évidemment. Et donc là, on discute. Et là, moi, je tiens mes engagements. Giroud vient me chercher et je pars à Paris et je dis au président Bèze, tout le staff bordelais, je dis, bon, vous pouvez rentrer chez vous. Rentrez à Bordeaux, ils étaient venus en avion privé. Et puis, je vous donnerai la réponse dans 48 heures ou le lendemain. Et Claude Bèze me dit, droit dans les yeux,
nous restons là. Tant que tu n'auras pas signé au Girondins de Bordeaux, nous repartirons pas d'Auxerre. Waouh. Waouh. Incroyable. Et moi, donc, estomaqué, j'ai dit, mais quoi, président, partez, c'est bon, j'ai vu ce que vous voulez me donner. Bon, on a beaucoup discuté sur le plan sportif avec Aimé Jacquet, mais rentrez chez vous. On t'attend, on reste là. Incroyable. Donc là, Guy vient me chercher, on part à Paris. Là, j'ai le comité d'accueil dans un hôtel parisien avec Maxime Bossis et Luis Fernandez qui viennent à l'apéro, mettre un petit coup de pression. Genre, mon féfé, faut que tu viennes au Matra Racing et tout. Bon. Et moi, dans ma tête, j'avais déjà dans l'idée d'aller évidemment au Girondins de Bordeaux. Pourquoi? Et Pour pourquoi? pour la stabilité sportive. Bordeaux, c'était les Coupes d'Europe, c'était la meilleure équipe de France, c'était les internationaux. J'avais beaucoup discuté évidemment avec Alain Giresse, tous les Bordelais, Bernard Lacombe, René Girard, qui était avec moi en équipe de France, qui était au Girondins, donc il m'avait parlé Thierry Tussaud, beaucoup de ce club. Mais dans ma tête, j'avais déjà évidemment à 80%, je voulais aller au Girondins. Mais Paris, Matra Racing, quand même, ça se regardait aussi. Bon, bref. Donc, du coup, je vais discuter avec le Matra Racing. Claude Bèze, évidemment, a raison. Il me donne beaucoup plus d'argent au niveau du salaire. J'ai 50 contrats pareils, Lagardère. mais l'offre, elle est évidemment plus intéressante financièrement avec Paris. Et j'ai en fait 1 heure et demie dans la voiture pour prendre ma décision, parce que je savais que dans la nuit, ils allaient évidemment me demander une réponse définitive, les Bordelais. Et donc, je suis arrivé à minuit. Ils étaient là, évidemment. Waouh. Attends, donc ils étaient à l'aéroport toujours? Oui, bien sûr, il y a à l'aérodrome, dans l'hôtel. Et là, on rediscute jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Moi, dans ma tête, je sais que je veux aller à Bordeaux, mais financièrement, effectivement, mais j'ai fait le choix vraiment sportif. J'ai perdu de l'argent sur le salaire. J'avais un énorme salaire par rapport évidemment à ce que je gagnais à Auxerre. Mais dans ma tête, c'était le choix sportif. Et évidemment, je l'ai pas regretté, puisque l'année où j'arrive au Girondins, on fait le doublé Coupe Championnat et on fait demi-finale de Coupe d'Europe. On est éliminé au pénalty contre Leipzig. On a fait. Évidemment, j'ai pas regretté une minute ce choix, mais même si j'ai perdu pas mal d'argent, mais j'ai fait le choix sportif. À cette époque-là, il fallait. Je pense que j'ai pris la bonne décision, mais quand tu vois aujourd'hui les joueurs qui partent pour beaucoup d'argent, ça me fait, en Arabie Saoudite notamment, ça me fait toujours rire. Et justement, tu as vécu une période aussi particulière, donc c'est le début quand même de l'argent. Et le deuxième période, c'est des présidents charismatiques, Klaus Bèze, Lagardère, Tapie, mais qui sont à la fois charismatiques, mais de temps en temps à la limite, à la limite sur certains aspects. Comment tu vois cette période de ces présidents charismatiques par rapport à maintenant, et comment toi tu l'as vécu justement cette relation? Ouais, j'étais un des premiers joueurs à avoir fait ça, Bordeaux et OM dans ce sens-là. Bien Et sûr. effectivement, avoir connu 5 ans Claude Bèze et 3 ans et demi Bernard Tapie, effectivement, ça marque évidemment. J'étais dans les deux camps, quoi. C'était rigolo, ce que je dis toujours, faudrait que je fasse un livre un jour, parce j'ai tellement d'anecdotes. Bah Quand ouais. tu fais comme moi, 12 ans de Giroud à Auxerre, Jean-Claude Hamel, Gérard Bourgoin, 5 ans Bernard Tapie et 5 ans Claude Bèze, Bordeaux, qui était le plus grand club français, et puis 4 ans Tapie, je pense que tu peux voyager, quoi. J'ai pas mal de choses. Plus les négociations avec Lagardère. Ouais, puis c'est un peu, ouais, donc j'ai plein de choses évidemment à faire, mais il faudra que je fasse un livre un jour. Je, je vais le faire parce que j'ai tellement de Bah, choses. Faut que je tu peux laisse une commencer trace. par raconter les plus belles anecdotes sur le podcast, hein, on est là pour ça. Ouais, tu vois, je vous en ai raconté pas mal déjà. Mais Claude Bèze, alors la poignée de main quand même à 4 heures du matin de Claude Bèze, elle est aussi gravée dans ma mémoire en disant, donc j'ai dit, bon, président, ça y est, je vais signer au Girondins. Et il me dit, 4 heures du matin, il me regarde dans les yeux, il me dit bien, il me serre la main, il me dit bienvenue au Girondins, Jean-Marc. OK. C'était Waouh. Ah, assez, ouais, c'est Waouh. le cas. très cinématographique. Ouais, mais c'est incroyable ce transfert. Tout ce que je vous dis à la minute près, ça s'est passé exactement comme ça, quoi. C'est 48 heures de négociations entre Paris et Même pas, parce que donc on a déjeuné ensemble, c'est arrivé à 13 heures. Le soir de la même journée à 19h30, je pars à Paris. Et dans la nuit, je signe, je dis oui au Girondins de Bordeaux à 4 heures du matin. ouais, donc tu es sur 18 heures, moins de 24 heures C'est ça, de c'est ça. Et juste pour qu'on ait un ordre d'idée, bon, sans que tu t'aies à donner les prix, mais ouais, en pourcentage, les différences entre ton salaire promis par Lagardère et le salaire à Bordeaux, c'était quoi l'ordre de différence? Bon, j'avais 30% de moins à peu près avec les Girondins de Bordeaux. Ah ouais, quand même, c'est Ouais. pas rien. Jean-Claude Lagardère à l'époque donnait les plus gros salaires du foot français. C'était, je crois que c'était Luis Fernandez. Max Bossis, c'était des salaires monstrueux pour notre époque, quoi. bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu as un agent qui t'aide pour ces négociations, Non, ou tu es en solo? non, je suis en solo. J'ai mon frère qui est clerc de notaire, qui a fait une formation juridique
Et j'avais fait venir mon frère pour un peu pour tout ce qui est la partie juridique qu'il savait faire. Et j'ai jamais eu d'agent. D'accord. Et donc tu arrives, à Bordeaux et comme tu le dis, c'est peut-être enfin c'est en tout cas j'imagine ce que tu vois comme ta plus belle période, cette période de 5 ans, l'année qui arrive. Tu fais le doublé, tu as ce match, tu as cette campagne en Coupe d'Europe qui se termine, au penalty. Justement on a eu Farjon, on a eu Girard, on a eu, Jean-Christophe Touvenel qui nous ont un peu raconté les coulisses de ce match. Est-ce que toi tu fais partie des tireurs de penalty? J'avoue que j'ai pas regardé, Non, je fais pas partie parce que je sors à la fin du match, et ainsi que Bernard Lacombe, je crois, à Leipzig. Et donc, je suis plus sur le terrain, quoi. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Ouais, et quels sont tes souvenirs de ce match? Parce que moi, je me souviens de ce match pour 2 raisons. La première, c'est que, le match a été vendu à la 5, à mon grand désespoir, donc on n'avait pas pu le voir. Et l'autre gros point de ce match, c'est que c'est assez exceptionnel qu'une équipe française aille gagner en Allemagne. Généralement, quand l'équipe française perdait au match aller à domicile, c'était foutu, quoi. Et là, non Ouais. seulement vous allez en Allemagne, vous gagnez 1-0, et vous arrivez jusqu'au penalty. Quels sont tes souvenirs, toi, de cette campagne et en particulier de ce match? Un match très tendu, Lokomotiv Leipzig. C'était un match extrêmement physique. Équipe de l'Est, Allemagne de l'Est, et ils avaient quelques bouchées aussi derrière. C'était un match d'une intensité sur le plan physique extrêmement dur. Le match aller, on s'est planté, alors qu'en qualité individuelle, on était beaucoup plus fort qu'eux. Mais ils avaient mis beaucoup d'impact dans les duels, beaucoup d'impact physique. Et le match retour, on était hyper motivés pour passer. Et dans un stade qui était comble, hein, je crois qu'il y avait plus de 80 000 personnes. Une ambiance incroyable. On les a poussés au penalty, mais on était vraiment tout proche de passer. Mais c'est un match sur le plan physique, une équipe extrêmement rugueuse, dure à jouer. Et toi qui viens d'un tout petit village, de la Loire, quand tu voyages comme ça dans les pays de l'Est et cetera, ça doit être incroyable? Ben, d'Auxerre à Bordeaux, j'ai encore franchi un palier, en fait. Auxerre, j'étais la petite star, mais du village, entre guillemets. Bordeaux, j'arrive, je suis un international parmi tous les internationaux qu'ont les Girondins. Il y a que des stars à Bordeaux. C'est la meilleure équipe de France. Depuis des années, ils sont champions de France. Ils ont une grande culture européenne avec Aimé Jacquet comme coach, le meilleur coach français. Donc, j'arrive dans le club idéal pour que je franchisse un palier encore. Et puis je le fais puisque en étant jeune, mais je fais des gros matchs avec les Girondins dès ma première saison. Et il y a aussi des grands joueurs. Il y a Jean Tigana, il y a Bernard Lacombe, il y a René Girard, il y a Léonard Spech. Il y a vraiment une très très grosse équipe. Donc, Ah, c'est vraiment une dream team, hein, quand on ouais, voit une les équipe de noms. tauliers en plus avec énormément d'expérience. Donc j'essaie de franchir aussi ce palier-là, qui est pas évident. Et mes Jacquet m'aident beaucoup pour que je passe de la star un peu d'Auxerre à un joueur confirmé au Girondins de Bordeaux. Et quels sont les conseils que Jacquet te donne pour, justement t'aider à franchir les paliers? Bah, de jouer mon jeu, hein, de utiliser, il me dit, toi, avec ta qualité de dribble, de percussion, dans les discours d'avant-match, il dit, bon, Féfé, on compte sur toi. Et je me sentais vraiment bien dans ce club. J'adorais ce Parc Lescure, ce stade Chabandelmas, c'était un peu mon deuxième jardin. J'adorais ces matchs. Et puis ce fameux match Bordeaux-Naples contre Maradona aussi, qui me reste aussi aggravé dans ma tête. Alors justement pour nos auditeurs, le match contre Naples, vous jouez, à domicile, vous perdez 1-0 et ensuite vous, faites On match fait nul là-bas. 0-0 à 10 contre 11, ouais, Ouais, sans le temps ouais, de jeu. ouais, puisque Touvenel se fait expulser après 3 C'est minutes. ça. Mais c'était le grand Naples de Maradona, Maradona à l'apogée de sa carrière, qui était vraiment un dieu. Je m'en souviendrai toujours. Quand on est dans le tunnel à Bordeaux, il arrive très en retard et tous les joueurs, donc que des internationaux évidemment à Naples, dont Bagni, les internationaux italiens, Ferrara, il y avait Carnevale, les Brésiliens. Il y avait une super équipe et je crois qu'il y avait Careca aussi. Et là, Maradona arrive le dernier et les Napolitains, nous, on est alignés sous le tunnel. On attend évidemment qu'il arrive. Et tous les Napolitains chantent Diego. Diego, Diego, Avant le Diego. match. Là, sous le tunnel, avant Ouais. l'entrée du match. Et là, je me suis dit, ce mec, c'est un dieu, quoi. Et j'ai joué contre lui, moi, avant, puisque la Coupe du Monde 86, En mars 86, ouais. France-Argentine, avant qu'ils soient champions du monde, on fait le match amical et j'ai le bonheur de marquer un but, on gagne 2-0 avec un deuxième but de Philippe Vercruis. Donc, je suis un des rares joueurs français à avoir joué 3 fois Maradona, le hasard de la vie. Le Bordeaux-Naples, quand Naples est champion d'Europe, gagne la Coupe de l'UEFA, et puis ce France-Argentine. Alors justement, ce France-Argentine, j'aimerais qu'on en parle parce que je l'avais mis sur la page Facebook, du podcast et on a eu énormément de retours
retour sur 2 joueurs, sur toi et sur Vercruis et notamment sur d'abord vous faites un énorme match. Alors tout le monde dit: «Oui, mais Maradona jouait pas». Pas du tout, Maradona jouait. Non seulement il joue, mais il est complètement maîtrisé. C'est Ouais. pas du tout un match amical puisque, un joueur argentin se fait expulser, donc c'est-à-dire qu'il le jouait comme sérieusement ce match. Vous gagnez Mmh. 2-0 comme tu disais, tu marques le premier but, le deuxième but magnifique de Vercruis après De la tête, tu marques jamais de la tête, ouais, moi. en plus, ouais. En plus et c'est assez étrange de voir, combien l'équipe joue bien puisque Platini n'est pas là. Platini est absent sur ce match et ensuite quand on se projette quelques mois plus tard, où on sait que Platini est blessé pendant la coupe du monde, enfin en tout cas qu'il joue, peut-être à 60-70 et on se dit après: «Mais pourquoi est-ce que Michel n'a pas fait rentrer du sang neuf contre l'Allemagne dès le début?» puisque voilà, Ouais. tout le monde dit maintenant, l'équipe était cramée après le match contre le Brésil. Alors sachant qu'on connaît la réponse, parce que c'est hyper difficile de pas mettre Platini quand même. Ouais, c'est ça, même si Michel était blessé, tu peux pas te priver pour une demi-finale de coupe du monde contre des Allemands où c'était le match, du siècle encore une fois, avec la revanche de 82. Ils étaient complètement carbo, c'est vrai, mais dans la tête, ils étaient à 2000 pour battre les Allemands, pour avoir cette fameuse, revanche 4 ans après, quoi. Et moi, je joue pas parce que je me suis fait une petite entorse contre le Brésil, qui est un peu passé inaperçu. C'est pour ça que je suis pas titulaire contre l'Allemagne. Ah ouais, et c'est pas une frustration pour toi là, ce Si, ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que je joue la fin de la prolongation, je remplace Gigi sur le France-Brésil et puis, évidemment, on presse la prolongation et on élimine cette équipe du Brésil qui était exceptionnelle à l'époque, qui avait des talents mais monstrueux, quoi. Donc on fait peut-être le plus difficile. Après, effectivement, il y a la blessure, Michel qui joue, et Gigi qui joue handicapé contre l'Allemagne, ils sont pas 100% et on n'y est pas du tout contre l'Allemagne. On a vraiment tout donné contre le Brésil et ça s'est senti physiquement, quoi. et sur ce match, toi, tu es sur le banc ou tu es dans le stade? Je suis sur le banc contre l'Allemagne. Ouais, ouais, je suis sur le banc. Comment tu vis ça? Bah, une frustration énorme, quoi. Frustration encore une fois énorme de passer, à côté alors que tu as battu, je te dis, une équipe du Brésil sur le papier qui était monstrueuse avec Zico, Socrates, Falcao. Ce milieu de terrain-là brésilien, je sais pas s'il y a un équivalent, dans toutes les équipes du Brésil. Pourtant, il y en a eu des grands joueurs au Brésil, mais ce milieu-là, franchement, j'ai pas vu plus fort, quoi. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France, lors de cette compétition pour la gagner? C'est un peu plus de fraîcheur physique, Ouais, c'est ça. le tu penses que c'est ça? Uni Uniquement ça, mais les Allemands qui ont pas fait un énorme match, mais qui étaient solides, quoi. Ouais. Je crois qu'il y avait mon pote Rudi Voller qui avait marqué, je crois. Il y avait un coup franc de Breme aussi. Ouais, Breme ou Joël Batz malheureusement se trouve un petit peu. Ouais, ouais. Alors que Joël avait été monstrueux contre le Ouais, Brésil. exactement. Mmh. Ouais. Alors, j'avoue que ce match, France-Brésil, c'était un peu un peu la genèse de cette idée du podcast. C'était de comprendre ce qui s'est passé, comment ce match qui aurait dû être l'attraction, vraiment de cette équipe de France, notamment par rapport au passif qu'on avait vis-à-vis des Allemands, cette demi-finale de 82 hyper injuste. Là, on a la chance incroyable de les rejouer de nouveau en demi-finale avec une équipe qui est au sommet de son art, qui est championne d'Europe, qui a beaucoup plus d'expérience et ce qui choque, en tout cas moi, ce qui m'avait choqué à l'époque et qui continue quand même à me choquer quand je revois les images, c'est cette absence de révolte de l'équipe après le premier but. J'imagine que Platini et tous les tauliers de 82 devaient quand même voir ça comme une énorme revanche. Il doit y avoir quand même un Ouais, oui, mais esprit c'est uniquement physique, hein. ouais, Je crois vraiment, avec la chaleur aussi qu'il y avait au Mexique, c'était pas évident. Mais, on avait donné, et il y avait une énergie, incroyable face aux Brésiliens, quoi. Et tu l'as vraiment payé. Puis, je crois que Michel, il avait une tendinite, donc il était vraiment à 50% quoi, de ses capacités. Est-ce que tu te souviens du speech de Henri Michel, avant ou pendant la mi-temps ou pas sur ce match ou pas du tout? Non, non, je me souviens pas du tout de ce qu'il avait pu nous dire. ah parce que et je dis toujours, hein, que c'est facile rétrospectivement, mais quand on voit que le match que vous faites contre la Belgique, un match hyper jouissif, hyper offensif, où toi tu marques rapidement et on sent alors surtout pour un match pour la 3e place, tu as une expression de joie tellement intense quand tu marques ton premier but. Tous les buteurs de ce match, on sent qu'ils sont hyper heureux et on se rappelle ce match contre l'Argentine et on se dit: «C'est quand même dommage que toute cette nouvelle génération, n'ait joué que des bouts de match. Toi, tu joues à peu Mmh. près 20 minutes contre la Hongrie, tu joues 6 minutes contre l'Italie, tu joues 36 minutes contre le Brésil et par contre, tu joues l'intégralité du match contre la Belgique et donc moi, j'ai envie de me dire: «Est-ce que avec une meilleure gestion des joueurs, peut-être qu'on aurait pu éviter cette, alors i c'est facile à dire, hein, mais c'est ça laisse des regrets quand on voit qui était sur le banc quand même».
C'est possible, mais ça, c'était le choix d'Henri Michel contre l'Allemagne. Qui est-ce qui est rentré? Et d'Alex Zverev, peut-être, qui est Ouais, rentré. avec Zverev, ouais. Ouais, c'est possible, même si vraiment ce jour-là, c'était un jour sans, quoi. Hein. On n'était vraiment pas du tout, quoi. Mais là, je te dis, cette débauche d'énergie laissée contre le Brésil a laissé vraiment beaucoup de traces. Est-ce que dans ta carrière, tu as eu aussi un autre match comme ça où tu as l'impression de te passer à travers, ou que l'équipe passe à travers, en fait, tu sais pas trop pourquoi, c'est un problème de fraîcheur, alors qu'il y avait tout qui était réuni et malheureusement, tu pas au rendez-vous. Est-ce que tu as eu un sujet où, pour le coup, tu as joué, toi, peut-être? Peut-être le Bordeaux-Naples du match aller, parce qu'on avait tout. Jean Tigana devait faire du marquage individuel sur Maradona. Je crois que c'est un peu la tactique d'Aimé et Jacquet. Puis on prend un but très tôt, donc ça chamboule tous nos plans. Alors qu'on était évidemment joué Naples et Maradona, c'était pour Bordeaux, c'était ambiance fantastique à Chabandelmas. Et on s'est complètement planté sur le scénario début de match. Au match aller aussi, je crois que vous jouez à 10. T'es sûr? Au match aller, au match retour, c'est sûr. Au match aller, je Ouais, suis pas sûr. il me semble qu'Alain Roche aussi prend un rouge. Ah oui, oui, peut-être bien. En fin de match. Ouais, il prend un rouge à la 57e. Ouais. Ouais, mais remarque qu'ils prennent deux, il y a 2 rouges, hein, donc je dis des bêtises puisque Roche et De Napoli prennent chacun un rouge. Donc finalement, c'est à 10 contre 10. Ouais, de Napoli qui est international italien. Ouais. Et donc toi, la Coupe du monde 86, tu la vois comment dans ta carrière? Je la vois comme déjà marquer un but en Coupe du Monde, je me dis que c'est bien. C'est bien. Et puis ce but, il avait lancé tous les jeunes, là, Henri Michel, je me souviens. Tous les anciens, entre guillemets, Platini avait annoncé sa retraite. Baptiston, non pas Baptiston, Jean Tigana avait aussi annoncé sa retraite. Il y a beaucoup qui avaient dit, bon, bah, ça y est, c'est fini. C'est la retraite. Donc nous, c'était un peu la relève. Et il nous avait donné un peu les clés du camion et avec tous les jeunes titulaires. Et puis on avait fait un bon match. Hein. Effectivement, c'était un match festif, comme tu dis. On avait pris beaucoup de plaisir. On a mis 4 buts et c'est un très bon souvenir, ce France-Belgique. Et tu la vois comme une place anecdotique, toi, cette 3e place? Parce qu'on a l'impression, parce que 82, par exemple, les joueurs l'avaient complètement balancé. Vous l'avez vraiment prise au sérieux, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, en plus, c'était 82, c'était pas pareil parce qu'ils ont, et si tu veux, Michel a fait jouer titulaire tous ceux qui n'avaient pas joué, tous les jeunes en fait. Notre équipe, c'était l'époque on s'appelait les coiffeurs. Il avait Ouais. dit, bon, je vais faire jouer les coiffeurs, mais est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce que peut-être contre l'Allemagne, effectivement, fallait peut-être faire du turnover sur ce match-là, quoi. Nous, c'est un peu, enfin moi, c'est bon, mon opinion qui vaut rien, hein, mais je me dis que ça aurait été intéressant un peu de faire ce qu'avait fait Deschamps contre l'Argentine, où il voit que l'équipe a pas de jus et il n'hésite pas à sortir Griezmann, il n'hésite pas à sortir Giroud, alors que c'était quand même les 2 moteurs de l'équipe. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Et malheureusement, l'histoire, peut pas refaire l'histoire. Ouais. Et toi, j'imagine que, question débile, mais tu étais à milieu d'imaginer que quand tu joues ce match contre la Belgique, ça va être ton dernier match en coupe du monde? Oui, bah, bien sûr, parce que moi, en plus, là, je suis à l'apogée un peu pas de ma carrière, parce que j'ai 24 ans, mais là, je sais que je rejoins les Girondins de Bordeaux, moi. Hein. Après la Coupe du Monde au Mexique, je sais que j'arrive dans le plus grand club français. Pour moi, c'est un saut un peu dans l'inconnu. Après les 10 ans passés à Auxerre, il faut que je sois hyper performant. J'ai que des stars, dont, évidemment, tous les Bordelais en équipe de France, avec qui je discute beaucoup, comme Gigi, comme Jean Tigana, comme Bernard Lacombe. Et il me donne évidemment plein de conseils pour mon arrivée à Bordeaux, quoi. Et c'est qui tes gars sûrs au Girondins? Les mecs avec lesquels tu t'entends le mieux? Bah, Bernard Lacombe, là, j'étais très, très ému, évidemment, quand il est mort. J'étais en Parti, ouais. Slovaquie avec l'équipe de France Espoir avec W9, mais j'ai été très choqué de cette mort parce qu'il m'avait pris un peu sous son aile à Bordeaux. On était en chambre ensemble lors des matchs de Coupe d'Europe. Puis il était plein de bons conseils avec moi. Il m'a beaucoup épaulé, il m'a beaucoup aidé au début quand je suis arrivé à Bordeaux. René Girard aussi, Alain Giresse aussi. Hein. Vraiment des super mecs. Et c'était quoi les conseils de Lacan? Parce que tout ce qu'on nous a, l'image qu'on a eue nous des anciens qu'on a interrogés, il hésitait pas à rendre coup pour coup, Lacombe. C'était pas le Ouais. genre à encaisser sans broncher. Ouais, ouais, ça, c'était un teigneux, ça c'est sûr, mais très professionnel, tu vois. C'est les 3 hommes que viens de te citer, René Girard, Gigi ou Bernard Lacombe, 3 très grands pros, quoi. 3 très grands pros. Moi qui lavais pas toujours mes chaussures, si tu veux, avant les matchs, Ouais. Et Girassi, il venait avec, avec 12 avec, paires de chaussures, avec non? eux, bah, il valait mieux les cirer, si tu veux. Ouais. Super pro, quoi. Mais alors Girassi, pareil, justement, qu'au Mexique, il était venu avec une douzaine de paires de chaussures qu'il entretenait avec très grand soin. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, ouais, c'était un perfectionniste, très grand professionnel. Et toi, en arrivant d'Auxerre, t'étais pas aussi professionnel que ces 3-là? Bah, on était plus jeunes, donc plus.
plus foufou, évidemment, moins professionnel. Ils nous ont appris plein de choses là-dessus, quoi. Sur cette mentalité qu'il fallait avoir pour franchir encore une étape et un niveau supérieur. Et alors, question difficile, les reproches qu'on voit souvent du café du commerce sur sur cette nouvelle, la génération d'après, c'est que vous aviez peut-être pas le même goût de l'effort que la génération d'avant. Personnellement, quand je vois vos performances en club, je pense que c'est une comparaison qui est ridicule. Mais comment est-ce que toi, tu réagis à ce genre d'affirmation un peu gratuite? Souvent, on est critiqué c'est souvent les numéros 10 ou les attaquants. Et on est souvent, les numéros 10 ont souvent été critiqués pour justement leur manque d'envie à l'entraînement. C'est pas des gros bosseurs, mais ça, je l'ai entendu toute ma carrière. Sur moi ou sur d'autres numéros 10, ben, chaque joueur a ses caractéristiques et a ses qualités propres. Moi, évidemment, j'allais pas faire 200 kilomètres par match, hein. Non, bien sûr. Par contre, quand j'avais le ballon, bah, je faisais les accélérations qu'il fallait, je jouais par à-coups, donc forcément, des fois, effectivement, on pouvait avoir ces critiques envers nous en disant, oui, c'est pas des gros bosseurs d'entraînement, mais bon, ça c'est pas très grave parce que c'est ce qui compte, c'est ce que tu démontres en match en fait. Et donc tu as eu Goethals à Bordeaux, il me semble? 2 fois j'ai eu. Ouais. Ouais, Bordeaux et à Marseille. Les Ouais. anciens Marseillais qu'on a eus, ont donné une image un peu mitigée quoi, alors je crois que Gureb, il était carrément cash en disant que c'était un entraîneur un peu bidon. Alors que les Bordelais qu'on a eus étaient plus positifs sur l'apport de Raymond Goethals à Bordeaux. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que quand il arrive, Raymond, à Bordeaux, le club est un peu en crise. Il y a le coach qui est viré. Est-ce qu'il remplace Aimé Jacquet? Je crois qu'il remplace Aimé Jacquet hein, quand il vient Raymond Goethals à Bordeaux avec Martin Lipens. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la succession d'Aimé Jacquet. Donc il y a une image évidemment. Aimé Jacquet a laissé une trace indélébile, exceptionnelle avec Bordeaux en restant 8 ans. Et l'arrivée de Goethals, qui était un coach très chevronné, avec beaucoup de charisme. Il part aussi un peu dans l'inconnu parce que le club là, il est quand même en crise quand il arrive. Et puis effectivement, la mayonnaise prend. Il fait un super recrutement avec son adjoint Martin Lipens qui fait aussi du bon boulot et on a des super résultats tout de suite. Donc forcément, ça n'a pas été la même approche qu'à l'OM où il y avait une équipe avec les vieux briscards, avec pratiquement de la moitié des joueurs d'équipe de France qui étaient déjà à l'OM. Parce qu'à Marseille, on a l'impression que son job, c'était de manager, Tapi, alors qu'à Bordeaux, c'était plutôt de manager les joueurs. Ouais, enfin, il avait quand même Claude Bess derrière lui. Hein. Ouais. Ouais. Que dalle. Mais C'était pas- Claude Bèze était aussi, il y avait la même ingérence Intrusif. que Tapi, Non, dans la composition des équipes? non, beaucoup moins, mais Claude Bèze avait un charisme aussi incroyable. Quand ça allait Mmh. pas, tu l'écoutais, Bèze. Par contre, effectivement, dans les compos d'équipe, tout ça, et dans l'omniprésence, Bernard Tapie est évidemment inégalable. Il y avait une grosse pression du boss sur Raymond Goethals, et souvent c'était les choix de Bernard Tapie et pas de Raymond quand il y avait une compo d'équipe. Hein. Tu as joué avec les deux meilleures équipes des années 80, honnêtement, Marseille et Bordeaux. Ah, dans quelle équipe t'as le plus kiffé de jouer? Écoute, à Bordeaux, j'étais vraiment titulaire. J'étais un peu, entre guillemets, la star de l'équipe avec d'autres stars, mais avec l'équipe de Bordeaux de l'époque, avec les frères Jovic, avec René Girard. On avait un milieu de terrain formidable. Jeannot Tigana, Philippe Vercruis. Il y avait Bernard Lacombe encore, la première René année. Il y Girard. avait Léonard Spess, ouais, René Girard. Touvenel, Tussaud, que des internationaux, quoi. Donc j'ai pris un pied terrible avec cette équipe-là, qui était une très forte équipe. Et puis en plus, j'ai été très influent. Quand je suis arrivé à l'OM, j'étais pas titulaire puisque le groupe était fait. J'arrive le dernier jour du mercato. Donc je fais des bons matchs. Après, je suis titulaire quand l'équipe est en Ligue 2 les 2 années, où je fais des grands matchs là avec la reconstruction et la remontée en Ligue 1. Avec l'époque des Jean-Philippe Durand, de Casoni qui reste, Fabien Barthez Marcel qui est Dib, resté ouais. aussi, Marcel Dib, les Michel Devolf, Cascarino, Marc Libra. Donc deux grosses saisons en Ligue 2, mais donc j'ai plus je suis plus jeune déjà et puis j'ai évidemment plus de souvenirs avec cette équipe de Bordeaux qui était remarquable. Mais ce qui est intéressant, c'est que post-carrière, tu es plutôt associé à l'OM, j'ai l'impression maintenant, parce que tu es plus impliqué, dans les actions de l'OM et cetera. Alors qu'au Ouais, au final, tes grandes années et tes plus longues années, c'est Auxerre et Bordeaux. Donc si ouais, maintenant on te demande complètement. ton club de cœur, ce serait quoi? C'est compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que mon club de jeunesse, à 16 ans, tu l'as dit, je joue en Ligue 2 avec Auxerre. Donc, ma jeunesse, on va dire, c'était Auxerre. Je dirais la maturité, la plénitude de mes moyens, c'est les Girondins de Bordeaux pendant 5 ans, entre 24 et 30. Et puis après, j'arrive à l'OM, j'ai quand même 30 ans. Donc,
Après, bah, je fais des grosses années en Ligue 2. L'année où on est champion d'Europe, je fais des bouts de match. Je remplace souvent Alain Boxis ou Rudy Voller quand ils sortent dans le turnover. Alors Mais vous avez quand même pas du tout le il y a- même profil, ceci dit, hein. oui, puis voilà, je suis un peu le joker de luxe. Et il y a une équipe aussi qui est incroyable. Tu peux pas déloger Alain Boxis et Rudy Voller l'année où on est champion d'Europe. Ouais. Ils sont énormes. Et Abedi Pelé en numéro 10, tu peux pas leur prendre la place, c'est pas possible. Donc j'avais ce rôle de joker que j'ai plutôt bien fait parce que j'ai marqué quand même pas mal de buts. Et après, effectivement, les 2 années de Ligue 2 où je suis titulaire, là, j'ai des grands souvenirs aussi. Et tes plus gros souvenirs à Marseille, c'est justement, c'est quoi? C'est la remontée en Ligue 2? C'est la campagne en Ligue des Champions où tu joues quelques matchs? Des remontées en Ligue 2. C'est les 2 années en Ligue 2 où on est champion de France, où il y avait une ambiance incroyable dans notre équipe, que des vieux briscards, que des vieux, mecs Ouais. de 34 ans, mais en fait, c'est pas une vraie Ligue 2 parce que quand on allait jouer à Saint-Brieuc, à Charleville-Mézières, le stade, il était entièrement pour nous, quoi. Il y avait 80% des supporters adverses qui étaient pour nous. Il y avait un engouement. C'était un J'ai jamais jubilé, vu quoi. ça. Ah, j'avais jamais vu ça de ma vie. On allait à Niort, on allait dans des bleds, les clubs, ils étaient pour nous, quoi. C'était incroyable, les supporters. Donc, ils nous encourageaient. On avait un engouement pour nous incroyable, incroyable. Donc, c'était pas une vraie Ligue 2, en fait. Avec que des internationaux français qui avaient un palmarès incroyable. Cazot, Jean-Philippe Durand, notamment. Et nous, on s'est prêté au jeu. On a fait des très belles saisons et de gros matchs, hein, en Ligue 2. Les 2 plus beaux souvenirs, c'est la Coupe d'Europe Olympiakos. Contre Olympiakos et contre Sion, où il y avait 2 ambiances. Les Marseillais m'en parlent souvent, hein, Ah, de contre ce Sion, ce match-là. match était incroyable. Incroyable. On se manque la première minute où Cazot fait une erreur avec Fabien Barthez. Ils se comprennent pas sur la sortie de Fabien. On est mené 1-0 alors que là, on a une revanche à prendre incroyable. On a été mauvais au match aller. Et là, sans s'être bévu, mais on a eu je sais pas combien d'occasions de se mettre à Ah ouais, l'abri. vous auriez pu le gagner 5-1 à ce match, c'est Ouais, ouf. facilement, dans une ambiance incroyable. Et le match d'Olympiakos, c'est encore pire, où là, il y a Yekini, après que j'ai rejoint à Zurich, en Suisse, c'est Zurich, mais qui était le meilleur joueur africain. Ils avaient une grosse équipe, Olympiakos. Et là, on les a atomisés 3-0, et on fait aussi un très gros match retour. Et Dib nous racontait, je crois que c'est lors du match contre Sion où Tapi rentre à la mi-temps et je crois que c'est Bourrier à ce moment-là, l'entraîneur, c'est possible? Ouais, c'est possible. Et Ouais. donc Bourrier donne sa tactique et Tapi le contredit complètement et il dit: «Écoutez, arrêtez avec vos conneries, vous faites des grands On ballons sur attaque. Cascarino», et puis voilà et puis c'est comme ça que ça va marcher. Tu te souviens de ça? Au match retour ou au match aller? Au match retour. Bah, au match retour, on a été hyper motivés parce qu'on savait qu'on était plus fort que Sion, mais on était tellement mauvais à l'aller, on avait une revanche à prendre incroyable et on était effectivement surmotivés. Et cette anecdote sur le boss, non, je l'ai pas, mais ça arrivait souvent avec Goethals aussi, il le disait. Arrête de nous mettre ces joueurs là sur un piédestal. Il disait souvent l'anecdote, c'était souvent ça avant les matchs. Goethals faisait sa compo d'équipe, par exemple parlait de certains joueurs adverses en disant putain lui attention, il est super fort. Faites attention, puis Tapi prenait la parole, il disait bon alors écoutez les gars, ce qui vous a dit Raymond, ben vous le laissez de côté et surtout s'il était bon, il serait dans notre équipe. Comme on a la meilleure équipe, j'ai pris les meilleurs joueurs, donc déjà il serait chez nous. Voilà. Donc vous avez rien à craindre, donc il dédramatisait le truc quoi. Ouais et Goethals, il prenait ça, tranquille. Ouais, plutôt tranquillement. Ouais. D'accord. Et alors, un autre truc que j'ai lu, c'est que quand tu joues, je crois que c'est contre Bruges, Tapi te dit: «Voilà, si tu fais un gros match, je te mets pour la finale». Tu fais un gros match, il te met pas sur la finale. Ouais. Ah, t'as des bonnes infos, hein. Je fais mes recherches. T'as des bonnes infos. En fait, donc je joue très peu l'année où on est champion d'Europe et contre Bruges, on doit absolument gagner. Il faut qu'on gagne pour aller à Milan, pour affronter Milan à Munich. Et là, le boss, la semaine, il m'appelle, il me dit écoute, Féfé, et le milieu de terrain, c'était Franck Sauzé, Abedi Pelé et Didier Deschamps, qui étaient évidemment titulaires tous les trois. Et pour donner évidemment un peu plus d'attaque à notre équipe, il a dit Féfé, j'ai l'idée, je vais te mettre titulaire. Donc il annonce ça, il met Franck Sauzé sur le banc, lui qui avait fait tous les matchs, donc Franck il faisait évidemment la gueule. Et il me dit, effectivement, avant le match, il me dit, écoute, en plus, si t'es bon, Féfé, je te mettrai titulaire à Munich. Bon, moi, je savais que de toute façon, Une promesse. que c'était un bobard, hein, évidemment. Ouais. Ouais. Ah d'accord, donc tu t'y croyais Bah, pas une seconde. non, même si j'avais mis 6 buts, il m'aurait jamais mis, puisque le milieu de terrain, il était immuable. C'était Franck Ouais, Sauzé, il Didier changeait jamais, Deschamps ouais. et Abedi. Pelé, et devant, c'était Alain Boxic et Rudy Voller. Raymond Goethals ne changeait jamais d'équipe, jamais. Déjà, il le faisait avec les Girondins de Bordeaux, il y avait toujours le même 11. Et là, je savais que de toute façon,
Mais j'avais très envie de jouer, évidemment, titulaire, dans un match à gros enjeux demi-finale. Et puis, je fais une bonne mi-temps. Et puis là, évidemment, je savais que Franck, il pouvait pas rester toute la deuxième mi-temps sur le banc. Donc, je savais qu'il allait rentrer. Et il m'a sorti effectivement la mi-temps. Mais j'ai donné la balle de but à Boxic. Donc, j'étais content de ça. Même si au fond de moi, j'étais quand même frustré de la promesse qu'il m'avait fait. J'avais tenu parole parce que j'avais fait une bonne mi-temps. J'avais donné la balle de but et j'aurais pu prétendre à être titulaire en finale. Mais je savais, vu le contexte, que c'est pas possible. Mais il t'emmène quand même sur le voyage, parce que je crois qu'il y a certains joueurs qui ont même pas eu cette chance. Oui, oui. Sur la finale de 93 en tout cas. Et tu as cette anecdote incroyable sur le trajet dans le bus, sur la façon dont Barthez est complètement relax. Ouais. Bah, c'était un long voyage, hein. On avait fait, je crois qu'on avait fait 60 km, 80 km. On a fait 2 heures de bus, c'est rare ça, avant un match aussi important. Donc Fabien, bah, il était fidèle à lui-même, toujours très très cool, un peu dans une autre sphère, tu vois, dans une autre planète. Et puis effectivement, il dormait. Ouais, Donc il a réussi à s'endormir avant un match ouais, comme ça. Il avait pas du tout les ouais, nerfs à mais vif, quoi. c'est du Fabien ça. Il Ouais. était comme ça, il était tellement cool et relâché. Et toi, Jean-Marc, avant un match ou après un match, tu es stressé ou tu mets longtemps avant de t'endormir avant un match ou de t'endormir après un match? Après un match, oui. Et avant, ça dépend le contexte, quoi. Ça dépend quel match. Tu veux le Bordeaux-Naples contre Maradona, je pense que la veille du match, j'ai pas dû bien dormir. Et c'était plus parce que à cause de Maradona ou Ouais, quand tu es dans une carrière, tu sais, tu joues des matchs qui te marquent, le Auxerre Milan AC, la grande équipe du Milan avec Baresi, c'était exceptionnel. Virdi, Satelet, qui était deuxième joueur aussi, ou le petit Auxerre. Donc ça, c'est des matchs qui te restent vivement dans la tête. Le Bordeaux-Naples les 2 fois, ça te reste aussi dans la tête. Le France-Belgique aussi, de Coupe du Monde. Il y a eu des matchs, évidemment, plus marquants que d'autres. et tu avais une routine pour te calmer? Non, pas spécialement, pas Je veux dire, tu spécialement. étais pas superstitieux, tu avais pas le même t-shirt que Non, tu mettais depuis tes 12 ans, des trucs comme ça? non, non, non. J'ai D'accord. j'ai 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 pas tout ça. Après un match important, tu disais que parfois tu mettais du temps avant de t'endormir. Tu t'endors à quelle heure justement après un match, Ça intense? dépend, bah, les gros matchs, hors contexte Auxerre, où on était souvent obligé de tricher pour ressortir et se rejoindre dans cette fameuse boîte de nuit. Mais sinon, après les matchs, j'aimais bien moi dîner avec ma famille, à Bordeaux dans les restaurants, j'ai mes habitudes. Tu vois, les grands matchs de Coupe d'Europe, c'était du vrai bonheur, surtout quand on gagnait. C'est un vrai bonheur. J'ai des souvenirs d'après-match fabuleux, quoi. Ou avec Auxerre aussi, d'ailleurs. Avec l'OM aussi, j'ai aussi des grands souvenirs d'après-match mémorables, notamment après Munich. Alors ouais, justement, raconte, parce qu'on a eu, je crois que c'était Cazo qui nous racontait qu'il se souvenait plus trop de la fin de soirée. Ouais, il y a eu un petit bœuf dans l'hôtel où on était, là, où on était sur l'estrade, on chantait, il y avait Eric Dimeco, il y avait la Dèche, on a éveillé tard, on s'était couché très très tard. D'ailleurs, je comprends toujours pas comment on a pu faire ce match Contre le contre PSG? le PSG quelques jours après, en marchant sur les Parisiens comme on l'a fait, avec la fatigue engendrée après le match de Munich, on n'a pas dormi pendant 2 jours. Non, mais surtout les buts, les buts sont dingues. Enfin, Ah ouais, Boli le but de pour ses Basile, 40 ouais. ans, il fait un match de malade. Ouais, ouais. Et le but de Basile, incroyable. Il met une tête là où personne l'aurait mis cette tête. Où Ouais. normalement tu mets le pied et tu fais une reprise de volée. Lui, il la met en pleine lucarne. Il a eu 2 jours bénis, Basile. D'ailleurs, je chante souvent en disant, putain, cette semaine-là, toi qui marquais jamais un but, t'as mis les 2 buts les plus importants presque du monde. Ouais. Ah, ils sont Ouais, incroyables et ils sont beaux en plus. Enfin, le deuxième, enfin, ce contre Paris, c'est c'est l'un des plus magnifique, beaux buts de magnifique. l'histoire du championnat. Ouais. Et tu parlais, il y a quelques minutes, de Barthez. Donc tu as joué avec 2 des plus grands gardiens de l'histoire du foot français, avec Barthez et Joël Batz, qui était ton coéquipier à Auxerre pendant longtemps et aussi en équipe de France. Si je devais maintenant te demander de choisir le meilleur des 2 gardiens, tu dirais que c'est lequel? Ouais, mais et pas que, parce qu'à Auxerre, il y a eu Charbonnier aussi, hein. Ouais. Il y a eu aussi j'ai souvent eu des très grands gardiens avec la JA. Pour comparer les 2, Bon, tu as Dropsy aussi, il me semble, à et Bordeaux aussi. aussi à Bordeaux qui était énorme aussi, non? J'ai joué souvent avec des très grands gardiens. J'ai eu Joseph-Antoine Bell, Ouais, Bordeaux, c'est qui vrai était aussi. énorme aussi, qui était super gardien, Joseph. Pour le côté dilettante et cool et incroyable dans sa préparation, je dirais que Joseph, Bell et Fabien, ils se ressemblaient beaucoup. Et Joe Bats était énorme. Peut-être le plus impressionnant de tous, c'est Joe Bats.
C'est Jo avec Auxerre, les premières années, c'est lui qui nous a sauvés, hein. Les 2 premières saisons, là, on flirte avec la relégation sans les arrêts miraculeux de Joël. Il nous a sauvé je sais pas combien de matchs et de points. Donc si maintenant on te demande le meilleur, tu devais choisir un gardien, tu es sélectionneur de l'équipe de France, et tu dois les choisir à leur prime, tu choisis Barthez ou tu choisis Batz? Peut-être Jo. Fabien était énorme aussi, hein. Moi, je l'ai vu évidemment premier match à Glasgow, avec son Ouais, en plus avec insouciance. la pression de malade, Ah, il y il avait nous a fait un match énorme, ouais, le énorme. public, on l'entendait, Ouais, c'était assourdissant même à la télé, ouais, c'était monstrueux. Il a été monstrueux. Et avec ce dilettantisme qui le caractérise, tu vois, il l'avait pris à la cool, ce match. Il avait été énorme. C'est là qu'après, il a été tout le temps titulaire avec nous, avec l'OM. Mais c'était deux immenses gardiens. Bruno Martini aussi, dans un style complètement différent, très sobre, était aussi un grand gardien, quoi. D'accord, tu ne réponds pas à la question, mais c'est pas grave. Je dirais La question était difficile. Joël, peut-être. Joël, avec Ouais. qui j'ai joué plus longtemps, parce que Joël, j'ai joué 3 ans avec lui à Auxerre. 3-4 ans, j'ai joué avec lui en équipe de France. On est champion d'Europe 84 ensemble. On fait la Coupe du Monde 86. Donc, j'ai joué quand même de nombreuses années avec Joe. Ouais, moi perso, c'est mon gardien préféré de tous les temps, on l'a eu sur le podcast, on l'adore, Tu as bon goût. fan inconditionnel de Joël Batz. Tu as aussi joué avec Didier Deschamps à Bordeaux, à Marseille et en équipe de France. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rendais compte que ça allait être un joueur qui allait marquer le foot français, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Il y avait quelque chose qui se dégageait de ce petit gabarit? Bah, à Bordeaux, pas trop, parce qu'il arrivait, je crois, en course saison. Je crois que c'est Tapi, il est à l'OM et c'est Tapi qui le prête aux Girondins. Là, il arrive dans une année aux Girondins où je crois que c'est Aimé Jacquet là qui est limogé, et il y avait beaucoup de soucis d'entraîneur justement, et l'équipe était pas performante. On était, je crois, au milieu de tableau. Donc, une saison difficile pour Didier, dans un contexte vraiment très particulier. D'accord, donc il n'y avait pas, en tout cas à Bordeaux non, mais à Marseille, tu sentais qu'il allait marquer le foot ou tu t'étais pas encore, c'était encore un peu trop tôt pour t'en rendre compte? À Marseille, oui, par contre, c'était un vrai leader. C'était le chouchou un peu le chouchou le relais de Bernard Tapie, au niveau des joueurs. C'était vraiment son confident. S'il y avait un joueur qui l'appelait, c'était Didier. C'était le capitaine de l'équipe. Et beaucoup de choses passaient par Dédé à l'OM. Là, j'ai senti évidemment l'équipe de France aussi quand il avait le brassard, mais où j'ai vraiment senti qu'il allait faire cette après-carrière incroyable de coach. C'est quand j'ai joué avec lui, effectivement. L'année où on est champion d'Europe. On a déjà pris énormément de ton temps. T'as pas parlé de Toulon à la fin de ma carrière. C'est pas Bah, Ah grave. ouais, c'est vrai. on allait en parler, mais vas-y. Anecdote aussi, là, je dois finir ma carrière, je dois être entraîneur. Jean-Philippe Duron aussi arrête sa carrière avec l'OM. Son contrat, il nous propose un poste d'entraîneur des jeunes à Marseille. Et là, il y a Toulon, qui est quand même à 50 kilomètres de l'OM, qui monte en deuxième division, avec Jean-Louis Béringuet, qui est directeur sportif, Luigi Alfano, coach. Et là, il m'appelle, il me dit, Jean-Marc, j'ai 34 ans, mais t'as encore envie de jouer. Puis j'avais peu joué l'année où on est monté en Ligue 1 avec Gérard Gilly, pas toujours titulaire. Et là, je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Et je signe 2 ans joueur, 3 ans directeur sportif. Et là, je fais une saison incroyable. Je mets 17 buts, je suis le deuxième meilleur buteur du championnat. Bon, j'ai mes 6 pénaltys aussi dans cette saison, mais je suis capitaine de l'équipe en vrai numéro 10, et je me suis régalé à Mayol. Et je me suis tellement régalé j'ai fait une grosse saison. Et là, avec Luigi Alfano comme coach. Et là, donc, le FC Zurich appelle Jean-Louis Béringuet, la fin de ma première année. Albert et moi arrivent comme coach. Je fais la préparation avec le Sporting, et après, je suis transféré au FC Zurich où il y avait Shabani Ndai et Yekini à 35 ans. Donc, j'ai rebondi et je voulais absolument avoir une expérience à l'étranger. Bon, c'était en Suisse allemande. Je n'ai pas choisi la meilleure équipe, le meilleur climat, on va dire. Ouais. Surtout à 35 ans où les Suisses allemands, c'est pas détendre, surtout l'entraînement. Mais j'ai côtoyé Shabani Nanda et Yekini, qui étaient deux super joueurs, et notamment Nanda, que j'ai recommandé après chaleureusement à Paul Le Guen quand il m'a demandé des renseignements sur lui quand il était entraîneur de Rennes. Et après, on connaît la carrière qu'a fait Nanda à Rennes, à Monaco, et l'immense joueur qu'il était, quoi. Donc, Ouais. j'ai rebondi. Je devais finir ma carrière, en fait, à l'OM. Et cette année de Ligue 2 à Mayol, avec le Sporting Club Toulon, où j'étais vraiment très, très, très à l'aise et très bien accueilli. J'étais vraiment super bien dans cette équipe. Il y avait, tiens, Laurent Bonadei, avec qui je textote souvent avec les matchs de l'équipe de France Espoir, équipe de France des filles, qui était dans cette équipe-là. Et je me suis régalé. J'ai encore perduré, donc, du coup, 2 ans de plus. Et j'ai fini ma carrière avec Dominique Rocheteau à Saint-Denis-Saint-Leu, parce que c'est Zurich. L'histoire s'est terminée en décembre. Dominique Rocheteau a voulu que je vienne l'aider dans son club de national de Saint-Denis-Saint-Leu, et j'ai fini les 5 derniers mois de ma carrière là-bas. C'est incroyable quand même que tu termines ta carrière avec ton idole. C'est vrai.
Tu vois, c'est un signe du destin, effectivement, tu vois. Mais bon, c'est parti un peu en vrille, ce club de Saint-Denis-Saleux. Et j'avais mon contrat qui m'attendait au Sporting Club de Toulon, donc je devais être directeur sportif. Et malheureusement pour moi, le club, je l'ai laissé au mois d'août en Ligue 2 et 9 mois après, ils étaient en rétrogradation judiciaire et ils sont tombés en R1. Donc, il n'y avait plus de club. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs après ma carrière à la télé, où j'ai fait mon premier match comme commentateur, et puis 20 ans après, j'y suis encore, quoi. Ouais, non, mais t'as une belle longévité, hein. Et c'est marrant parce que je pense que si votre équipe de vieux briscards ne fait pas remonter l'OM aussi rapidement en première division, je pense que l'OM aurait été pendant des années un peu comme Reims qui a pris plusieurs décennies avant de remonter. Je pense qu'on se Ouais, rend pas compte à l'époque, en tout cas peut-être vous parce que vous étiez en plein dedans, mais dans quelle mesure l'OM était au bord du gouffre à ce moment-là. c'est vrai, c'est vrai, Vraiment complètement sorti de l'ornière, alors que c'est c'était vrai. pas donné à la base, hein. Ouais, ouais. Mais beaucoup de supporters nous le disent, ça, hein, ils sont vraiment très, très heureux de tous les vieux là qui sont restés, d'avoir fait remonter le club. Ils sont extrêmement reconnaissants de ça. Et notre génération là, on est vraiment aimé par les supporters, quoi. Parce qu'on est resté ces 2 ans, et on a fait remonter le club. Ouais, j'avoue que j'étais un énorme fan de Bordeaux. Bon, j'étais un peu une jouerette, on va dire, hein, dans mes années de jeunesse. J'étais un énorme fan de Bordeaux, ensuite énorme fan de l'OM. Et un des matchs vraiment, dont je me rappelle, qui me donne encore le plus de frissons, c'est même pas, alors bon, évidemment, la finale contre Milan, tout ça, mais c'est ce match contre Sion. Parce qu'on sent Mhm. que les éléments sont contre l'OM, qu'il y a ce but un peu con, qu'il y a une équipe de D2 qui a été un peu composée de bric et de brac, hein, de bric et de broc, faut le dire. C'est un Ouais, mélange de joueurs d'expérience et de joueurs dont on n'a jamais entendu parler, qui auraient peut-être pas eu une carrière professionnelle si le club avait pas été obligé de vendre tous ses joueurs. Et vous revenez quand même de l'enfer, quoi. Et toi, tu fais un match de malade. Je crois que ouais. tu marques le troisième but. Tu as La des actions troisième de ouf. et contre Sion aussi, on fait un match un peu dans la même veine, hein, Sion. Et Sion, Sion, pardon, Olympiakos Athènes, c'était sur le papier beaucoup plus fort que Sion, hein. Et on élimine Olympiakos le tour d'avant. Alors, ces 2 matchs-là il y avait une ambiance surtout exceptionnelle, Sion, exceptionnelle. c'est une équipe moyenne d'Europe, alors qu'Olympiakos, c'est quand même Bien sûr. un très bon d'Europe à ce moment-là. Et, C'est pas et on fait à peu près le même match, hein, au niveau de la qualité. On les explose les deux. On a je sais pas combien d'occasions de but. On leur marche dessus. C'est deux très très grands matchs. ouais, et Sion, tu as 5 000 supporters. Olympiakos, c'est une autre histoire hein, en termes de supporters. Hein. D'ambiance au stade, ouais. L'ambiance au stade, Ouais, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. ouais, C'est quand même chaud d'aller gagner à Olympiakos. Hein. ouais, ouais. Mais moi, je te parlais du match retour, hein, Ouais, surtout. ouais. Match retour, ouais, le match aller, il était incroyable aussi, hein. Dans une ambiance délétère. À l'échauffement, ils nous balançaient des pièces de monnaie sur la tête, les supporters d'Olympiakos. C'était chaud, hein. Et justement, tu vois, qu'elle a quand même joué avec contre énormément de clubs européens, énormément de cultures. Tu as vraiment une culture, comme Michel avait dit, il y a la culture est-allemande, ou plutôt soviétique qui est quand même très particulière. T'as le sud de l'Europe qui est complètement différent. Est-ce que toi, tu es hermétique à l'ambiance des stades adverses ou, au contraire, ça a un impact pour toi, positif ou négatif? Non, moi, ça m'a toujours motivé, les stades pleins, les gros matchs, souvent les adversaires disaient ou mes coachs disaient: «Toi, on sait que quand il y a du monde, le stade plein et qu'il y a un gros match en jeu», ils savaient qu'on allait voir un grand féfé. Et puis des matchs, où il y avait moins d'ambiance, tout ça, je passais des fois à travers. Ouais, j'allais Mais dire inversement, est-ce que du coup, tu avais peut-être moins de facilité à te motiver quand c'était des matchs moins étanches, c'est sûr, moins bah, affiches, quoi? j'ai le tempérament latin, hein, j'aurais pu avoir la double nationalité, hein, donc je suis moitié italien, moitié français, moi. Ouais, donc les gros matchs, c'était Baggio et les moins bons matchs, c'était Roberto. Ouais, ça aussi, tu as des bonnes infos. Ce que me disait Bernard Tapie après les matchs, c'était ce qui est pour chambrer, comme Bernard était un grand chambreur. Quand j'ai été très, très bon après un match, il me disait: «Putain, ce soir, tu m'as vraiment fait penser à Baggio», et quand je passais à travers, il me disait: «Putain, ce soir, Féfé, c'était plutôt Roberto, hein, qui était sur le terrain». En Ça, tout cas, tu c'était aurais une jamais bonne. pu jouer à Monaco, quoi. Ça, c'est sûr, tu aurais jamais pu jouer à Monaco. Non, c'est sûr. Et j'ai été contacté par Monaco à une époque, Ouais, mais ce j'imagine. stade vide, c'était pas pour moi, quoi. Et donc moi, je suis très content de jouer à Bordeaux, sur Mandel-Mas, quand il était plein, il était magnifique, ce stade. L'OM, on n'en parle pas, donc C'est très quoi le content. stade où tu as été le plus impressionné? Écoute, c'est peut-être le stade de la Luz, anciennement la Luz, stade de Ouais. Benfica. Il y avait 120 000 personnes. C'était le plus grand stade d'Europe. Ah oui, le match, ouais, ouais. Avec les Girondins, ouais, on fait un partout et on gagne 1-0 au match retour. C'était la Champions League avec Bordeaux. Ouais, un grand souvenir de ce match-là. Le match de San Siro aussi, une ambiance fabuleuse à Milan avec Auxerre.
le match de Liverpool aussi. Le retour des clubs anglais avec Auxerre, où on gagne 2-0 à la Baie des Champs, on perd 3-0 au retour dans une ambiance incroyable. Quand tu vis vraiment ça, le COP de Liverpool, c'est quelque chose. Et après, je l'ai souvent vécu de l'autre côté de la barrière en étant commentateur. Thierry Roland, tu vois, anecdote sur lui. Chaque fois je suis revenu très souvent en Ligue Europa, puisque je suis resté 6 ans avec Thierry sur W9. On commentait ensemble la Ligue Europa. Et quand on a commenté 3-4 fois Liverpool, il avait toujours la petite larme quand il entendait le COP, cette chanson We Never Ouais. Walk Alone. La larme tombait de l'œil. Incroyable, Thierry Roland, tu vois, avec des années de commentaires derrière lui. Il était ému, incroyablement ému quand il revenait à Anfield. C'était vraiment un fan avant d'être un commentateur, Thierry Roland? Ah oui, oui, c'était complet. C'était passionné, incroyable. Cette anecdote de Liverpool, il vivait le match à fond, quoi. Tu penses que les commentateurs, d'aujourd'hui sont peut-être un peu trop froids par rapport aux commentateurs qui étaient peut-être un peu chauvins, hein, évidemment, et avec les Ouais. défauts de leur qualité aussi? Bah, c'est lié évidemment, tu avais un peu plus évidemment le frein à main aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, hein. Évidemment, toutes ces phrases, mythiques de Thierry, il pourrait plus les dire aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, il pourrait le dire une fois, puis après, il Ouais, c'est ça, il pourrait dire Ouais, une seule fois. c'est ça, c'est ça. D'accord, alors on t'avait promis les questions mitraillettes, où là, il faut répondre à l'instinct, OK. pas de longue réflexion. Donc on va y aller. Première question, elle est difficile. Le meilleur président de club que tu aies eu? Ah putain. Ah, le meilleur, je dirais Bernard Tapie, D'accord. Quel est le défenseur que tu détestais affronter? Carlos Moser. Alors je crois que tu es le 10e à nous citer Carlos Moser. Étonnant. Il y a un garçon en plus qu'on se croise souvent, sur les D'accord. matchs d'exhibition et sur les anniversaires de l'OM. Là, il est venu la dernière fois. C'est un amour en plus comme mec, hein. Hors Mais du ça, terrain. j'ai du mal à Comme l'imaginer Michel. ça. Et la question de Michel, que Michel se pose exactement cette question à chaque interview. Il me dit: «Mais attends, mais est-ce que Carlos Moser, dans la vraie vie, il peut être sympa avec toute la réputation qu'il avait sur le terrain?» C'est Toi, un tu amour. confirmes? Un mec cool? Ah oui, c'est un amour. Mais alors est-ce que, d'accord, non parce que j'ai autant il y a certains joueurs, tu nous dis, Ouais. par exemple, Prunier, par exemple. ouais, Prunier. Prunier, il est incroyablement sympa, c'est un gentleman. Ouais. Cyril Roll, il paraît qu'il est adorable. Autant Moser, j'ai vraiment du mal à l'imaginer, sympa. Ah oui, non, c'est un amour. Basile aussi. Basile, bon, il est pas en dehors de la vie et c'est un mec qui rigole beaucoup, tu vois, toujours bonheur. Et sur un terrain, quand il commençait à avoir le masque, il valait mieux sauter, quoi. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir de l'Euro 84? Bah, égoïstement, peut-être la France-Yougoslavie, puisque c'est mon match en tant que titulaire. Et puis, je fais une passe décisive à Platoche sur son hat-trick. Et en plus, c'était devant ma famille, puisque je suis originaire de Saint-Étienne. Donc, il y avait toute ma famille de Roanne et de Saint-Étienne qui était venue me voir jouer. Donc, c'est un très bon souvenir pour moi, ça. Et apparemment Platini te chambre souvent sur cette passe, comme quoi il a été obligé de se blesser pour marquer le but? Ouais. T'as une- Où c'est que tu as eu toutes ces infos? Parce que ça, c'est vraiment des infos incroyables. Je dévoile pas mes sources. Bravo, bravo. Ouais, ouais, Platoche, passe souvent quand on se croise. Là, les derniers temps, il me l'a pas dit, mais il me dit toujours, tiens, avec ton extérieur pourri que tu m'as fait, je suis allé au bout de l'action parce que tu m'as fait cette passe, mais j'ai failli me casser la jambe à cause de à cause de ta passe. Et je lui dis, mais tu fais chier, je t'ai quand même fait une belle passe décisive de l'extérieur pied droit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais il m'a souvent chambré avec ça en disant, Non, ouais, mais c'est j'ai revu le but. Elle est belle la passe, c'est même pas vrai, enfin oui, vraiment elle est pas si dangereuse que ça, hein. ouais. Mais il dit, je suis allé au charbon pour toi et pour mettre ce triplé, quoi. Quel est ton hobby en dehors dans ta carrière professionnelle, quel est ton hobby? Qu'est-ce que tu faisais en dehors de jouer au foot? J'aime bien les très bons restaurants. D'accord. Peut-être. C'est peut-être un hobby, ça. Est-ce que tu les Ouais, aimais et trop, normalement, toi? c'est pas surtout avec Giroud où il y avait la pesée tous les mardis matins sur une balance romaine Ah, et il marquait avec le stylo. Je peux te dire Ouais. que souvent, je me faisais un bon resto, La surtout à veille, le Auxerre, lendemain? il y a beaucoup d'étoiles Michelin, Ouais. toute la région Bourgogne et je me faisais plaisir souvent, à aller manger dans un resto comme ça le dimanche et je balisais un peu le mardi en disant: «Putain, je vais prendre du poids, il va gueuler». et quand tu étais au-dessus de la limite, c'était quoi la punition? Non, mais je te rassure, j'étais une arbalète, comme ils disaient, une ablette, comparé à une ablette quand on est que 2, donc j'ai jamais eu tendance à grossir. Moi, j'étais plutôt, assez maigre et j'ai eu de problèmes de poids quand j'étais joueur, quoi. D'accord. Quel est le meilleur entraîneur que tu aies eu? Ah, c'est compliqué là aussi, hein. Ouais, J'ai eu que des grands entraîneurs. bah oui, tu as eu un Ouais. entraîneur champion du monde, tu as eu, entraîneur Goethals, Des j'ai eu mythique, sélectionneurs,
Je suis que des grands, compliqué. Bah, alors si tu devais alors on va dire si tu devais Avec retenir Giroud et Aimé Jacquet qui m'ont marqué évidemment, qui m'ont façonné ma vie de footballeur, quoi. Aimé Jacquet pour son professionnalisme et Giroud pour sa mentalité incroyable de gagneur et de compétiteur. d'accord, Si tu devais refaire un match, ce serait lequel? Avec quel club? N'importe lequel? n'importe N'importe lequel, lequel dans ta carrière. et où Tu en devais refaire un sélection, ouais. match en sélection ou en club, quel serait ce match que tu voudrais refaire? Peut-être j'avais été beaucoup critiqué. On avait joué avec l'équipe de France contre l'Inter Milan. Tu sais, c'était le match de l'été, Ouais, là. Et ouais, j'étais passé exactement. à travers complètement. Et là, justement, les Italiens commençaient à parler de moi un peu en Italie. Et je crois qu'on a perdu 2-0. Et là, la presse m'était un peu tombée dessus et beaucoup en disant non, mais c'est pas du tout le successeur de Platini. Enfin bref, Sur un match, ils ont sorti ça après un match? je crois. J'ai ce souvenir-là. En plus, c'était l'Inter Milan, donc c'était mes compatriotes italiens. Et donc ce match-là m'avait frustré. Ah, étrange. Ouais, étrange. Ouais, non, je pensais que tu dirais la coupe du monde ou le match contre Eindhoven, non? Ou Leipzig ou Ouais, le match contre le PSV Eindhoven aussi, ouais, me laisse des souvenirs aussi amers. Ouais, quand ils gagnent la Coupe d'Europe. Ouais, surtout Où, que est-ce qu'il y avait contrat sur Tigana, tu penses ou pas? je suis pas sûr. Je sais pas, en fait. Je sais pas, mais on fait 2 grands matchs là et on n'est pas passé, mais vraiment, on mérite de passer, hein. Ouais, Bon bah, c'est souvenir. l'année, je pense, où les Girondins auraient dû gagner, la Ligue des Ouais. Champions. Ouais, ouais, c'est vrai. Le Bordeaux-Naples aussi me laisse des regrets, hein. Le match aller notamment, là. On l'avait bien préparé, on avait peur de Maradona qui a pas été énorme, si mes souvenirs sont bons, En sur ce France, match-là. il a rarement fait des gros matchs en France, hein, au Ouais, final, ouais, parce qu'il se fait éliminer par Toulouse. c'est ça. Et là, on a complètement raté le match aller. Je pense que si on réussit notre match aller, au match retour, on les a quand même mis en difficulté. mmh. Quelle est la plus grosse fiesta que tu aies faite après un match? Il y en a eu tellement, c'est compliqué. Je sais OK. pas, il y a eu tellement des fiestas. Je sais pas, j'ai un super souvenir peut-être au Auxerre Milan AC là, où il y avait une joie incroyable dans le vestiaire et après on était tous sortis et Milan, ça reste un souvenir, une joie indescriptible dans le vestiaire, ouais. Et après aussi. Parce que pour nous, on avait explosé une des meilleures équipes d'Europe, quoi. En étant petit Auxerre, on avait des joueurs très peu connus. Joël Batz et moi, je crois, pour cette équipe. 85, ou peut-être Ah, Basile peut-être aussi. peut-être Ouais. Zarmak, ouais. Ouais, Zarmak avec l'équipe de Pologne. Mais sinon, ouais, on avait fait une bonne fête. Est-ce qu'il y a un transfert qui aurait pu se faire à l'étranger qui n'a pas pu se faire et que tu regrettes maintenant ou tu aurais bien aimé faire? Bah, j'avais une touche, enfin plusieurs touches dans les années 84, là 85 où j'aurais pu partir si Giroud avait ouvert la porte avec j'avais la Sampdoria de Gênes, qui était un gros club à l'époque, la Juventus aussi qui m'avait un peu approché. Il y avait 2 clubs italiens et moi je voulais absolument aller en Italie donc et évidemment Guy voulait pas que je parte donc ça m'avait vraiment mis les boules, quoi. Quel est ton meilleur ami dans le foot? Alors écoute, mon meilleur ami dans le foot à l'époque, mais j'ai perdu un peu de vue, c'était Philippe Vercruis, Ouais. que j'ai eu en équipe de France et puis après au Girondins de Ah oui? Bordeaux. À Bordeaux, on était tout le temps collés, tous les deux. Tout ensemble avec Didier Sénac aussi, on faisait le trio, mais je les ai un peu perdus de vue. On est très contents de se revoir chaque fois, mais je les ai un peu perdus de vue. Ouais, Vercruz, on a essayé de l'avoir sur le podcast, je crois qu'il veut pas, il est un Non, peu il reclus. s'est il s'est coupé du monde un peu. Ouais. Ouais, exactement. C'est l'occasion de peut-être de gérer tes 2 hobbies, les restaurants et tes potes, en faisant un étoilé avec eux, tu vois? C'est le petit conseil que je te donne. Un étoilé avec tes potes, je pense que ça peut renouer tout de suite les relations. Ouais, c'est vrai. Mais alors, je fais partie du CIF, tu sais, les clubs internationaux Ouais, français, donc on bien se sûr. retrouve tous, toutes générations confondues, ça c'est sympa. C'est du bonheur chaque fois de revoir des joueurs de ta génération, bien sûr, mais de générations de Jean Tigana, par exemple, qui est président du CIF, ou de la génération de Sidney Govou, par exemple, ou d'Éric Carrière, et on se retrouve pour des matchs exhibition. On est très heureux de se retrouver chaque fois. Alors, si tu fais un match Sidney Govou, Jean-Marc Ferreri, qui tient le mieux l'alcool? T'as des infos terribles, toi. Mais Sidney est pas mal quand même. Ouais, bah, c'est la Sidney est classe pas mal. mondiale. Et puis, ouais, mais Sidney est beaucoup plus jeune que moi. Moi, je peux Ou plus alors, mettre, si tu veux. à ton prime. Avec mon âge, avec 60 ans, tu peux plus faire ce que tu faisais à 40. Ouais. Ouais, mais Bah, tu c'est gères la distance, peut-être, tu gères mieux la distance. Ouais, c'est possible, c'est ce qu'on dit.
Ouais. Mais Non, mais à ton non, à mais ton je fais prime. attention maintenant, je fais attention. Mon prime, écoute, non, mais j'étais pas, j'ai eu cette réputation de fêtard très souvent, mais je dis toujours si j'avais fait la fête comme des fois j'ai cette réputation, est-ce que tu crois que Tu aurais j'aurais jamais fait fait carrière. Bah, attends. 22 ans de carrière et jouer jusqu'à 36 ans? Je pense pas. Je me serais vite blessé avant et j'aurais fait 1 an ou 2 et puis Ah bah, surtout que tu as quasiment 0 blessure, hein. ouais, en plus, je serais parti aux oubliettes. Alors en parlant de blessures, je lisais le livre de Marcel Desailly et on avait aussi eu Jérôme Niaco sur le podcast il y a pas longtemps, qui nous racontait qu'à l'époque, Marseille distribuait des petites pilules bleues à ses joueurs. Est-ce que tu as vu passer ça devant toi quand tu y étais? Non, pas les bleus, rouges, il s'est trompé de couleur. D'accord, rouge? Non, D'accord et c'était c je rigole. ouais, Écoute, à l'OM, à l'OM, ouais. Ouais. écoute, des gélules, tu sais, on en prenait aussi à Auxerre, hein, Ouais, des gélules de miel, de ouais, d'accord. ce que nous donnait Giroud, à l'époque, mais bah, les toubibs, ils nous filaient souvent des cachets, hein, mais c'était très souvent des vitamines. Et vous saviez ce qu'il y avait dedans ou J'es vous en j'espère que demandiez c'était pas? j'espère que c'était des vitamines. D'accord, donc vous posiez pas la question, quoi. Bah, non, non. D'accord et puisqu'on en est pour Marseille, tu es à une époque où c'est une période un peu trouble. Est-ce que tu as vu passer des choses, un peu louches à l'époque? Tu veux parler du AOM? Ouais, bon, entre Ouais, autres, ouais. ou ouais, entre autres, ouais. Écoute, on savait, qu'il se tramait des choses, mais franchement, moi, j'étais sur le banc lors de d'OM Valenciennes et je savais absolument pas tout ce qui s'était passé avant, franchement. Alors que j'étais dans la chambre, en plus, de Jean-Jacques Hedli, le soir de la veille d'OM Valenciennes, j'étais dans sa chambre, en plus. Ah ouais. Mmh. Parce que Casoni nous disait que parfois Tapi, vous sortez, aux joueurs avant un match, «J'ai acheté leurs meilleurs joueurs donc bon vous allez, ça va être facile pour vous» et Casoni disait, beh, après le match, les 2 avaient été les meilleurs joueurs donc tu savais jamais si Tapi disait la vérité, que Ouais, s'il taquinait. Il y avait pas de certitude, mais il y avait quand même ouais, il le disait quand même à voix haute. ouais, c'est exactement ça. Après, le boss, il parlait beaucoup, quoi, hein. Ouais. Parlait énormément, donc c'était, soit pour te motiver, soit pour te chambrer, donc tu ne savais jamais si c'était du lard ou du cochon, en fait, hein. Donc effectivement, cette anecdote de Caso, elle est vraie. Vous pouvez nous dire ça: «J'ai acheté l'arbitre, vous inquiétez pas», avec un sourire, tu vois, en coin et puis derrière, il avait rien fait, quoi. D'accord, mais alors quand l'affaire éclate, toi, tu es surpris ou tu te dis, Ouais, je suis «Bah, tiens, plutôt peut-être surpris, du coup» ouais, d'accord, puis après, ben, on a connu tous les détails de l'histoire, quoi. ouais. Est-ce que tu en veux, aux joueurs de Marseille, personnellement, toi? Dans quel sens? Bah, dans le sens où, en participant, eux aussi, au sujet, ils ont un peu plombé le club, quoi. Nous, les joueurs, si tu regardes bien le match, moi, j'étais sur le banc, hein, je suis rentré, je Non, crois, mais les tu dernières t'en fous, minutes. Jean-Jacques Henry, tu vois? Ah oui, oui. Écoute, on va dire, c'était, tu sais, l'histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de Nantais Ouais, je à, sais, ouais. à À Valenciennes Valenciennes. et nous, on avait beaucoup de Nantais aussi. Donc, Ouais, Nantes, Ouais. c'est vraiment ground la zero, hein. combine ouais, c'est vrai que c'est pas très beau, quoi, Mmh. ce qui s'est passé. Surtout qu'on n'avait pas besoin de ça, je pense, pour battre Valenciennes. Ah, c'est ça ouais, c'est ça le truc le plus fou dans l'histoire, hein. C'est Ouais. vraiment de faire ça sur à l'ancienne. Mais on peut comprendre quand on voit C'était pour éviter la blessure, hein, ouais, je pense. exactement, pour éviter ce que Saint-Étienne avait dû, gérer contre Nîmes, en 76. Ouais, c'est ça. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté et ou participé? Écoute, le match, les OM PSG, moi, les Bordeaux PSG de mon époque, ils étaient chauds quand même. Notamment entre René Girard et Luis Fernandez sous le tunnel, c'était parfois Ouais. houleux, si tu veux. Quel est l'entraînement que tu détestais faire et que tu essayais d'éviter, ou le type d'entraînement? C'était surtout le footing, moi. Et avec Giroud, je peux te dire les footings à Branches dans la forêt de Branches tous les mardis matins, c'était une horreur, quoi. Ouais, OK. Souvent, on racontait des anecdotes, 10 ans dans la même forêt, on disait, je connais tous les arbres, si tu veux, par exemple, dans tous les arbres de la forêt, on les connaissait par cœur, hein. C'était toujours le même circuit en plus. Et comment tu essayais de est-ce que tu essayais de feinter, d'en faire moins possible ou bah, tu le faisais quand même? Ouais, j'étais plutôt, effectivement, j'aimais pas trop, j'aimais pas trop ça, les entraînements sans ballon, donc effectivement, quand je pouvais couper, des fois je coupais, c'est évident. Mais j'étais pas le seul, il y avait beaucoup d'attaquants qui étaient comme ça, si tu veux. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? Ben, peut-être d'avoir duré autant et d'avoir fait les bons choix de club aussi. J'ai fait je pense, 3 grands clubs français qui étaient Auxerre, Bordeaux et l'OM, avec ces 3 présidents et puis cette aventure avec, entre guillemets, avec Giroud, qui est mon 2e papa, en fait. Bah, qui reste, je suis le seul joueur français à avoir connu ça, quoi. Mais après, mon grand regret, ça a été de pas jouer à l'étranger, quoi.
J'ai joué en Suisse allemande, mais trop tard, à 36 ans, quelques mois. Et mon grand regret après, ça a été aussi la grande déception de ma carrière, quand j'ai vu cet arrêt Bosman arriver et des joueurs donc plus que moyens, voire mauvais, signés en Angleterre, en Italie, en Espagne, avec même pas une sélection de l'équipe de France, un match de Ligue 1 et bon, gagner les sommes astronomiques, ça je m'en foutais un peu, mais surtout d'être dans des clubs qui me faisaient rêver à mon époque. Et moi, j'avais toutes les qualités pour le faire et j'ai jamais pu parce qu'il n'y avait pas l'arrêt Bosman. Toi, ça aurait été ton club rêvé, ça aurait été quoi? Ça aurait été la Juve? Ouais, bien sûr. La Juve, mon père était carabinier à Torino, j'aurais fermé la boucle, quoi. J'avais, moi, tous mes oncles, tous mes tontons, toute ma famille est italienne, mes tantes, ma tante, mes tantes, mes tontons sont tous du côté de dans le Piémont, mon grand-père, mes grands-parents, enfin, tout le monde était là-bas, quoi. Alors là, la comparaison avec Platini, ça aurait été encore, une nouvelle dimension, ouais. Ouais, mais alors moi, je suis plus italien que lui, puisque lui, c'était son père il était pas né en Italie, Ouais, c'est il est son d'origine grand-père, ouais. italienne, Aldo, c'est son grand-père, ouais. Beaucoup de Français, d'ailleurs, ils ont des grands-parents italiens, mais pas leurs parents. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière? Le meilleur conseil, ouh là là, c'est peut-être Giroud quand il m'a dit, «Bon écoute, Féfé, moi le transfert, le club qui me donne 2 milliards, ce sera bon, je serai content. Après, ce sera à toi de faire le choix». Quelque chose de Bordeaux, mais quand même s'il a jamais il m'a pas influencé sur ma quand j'ai fait le choix des Girondins de Bordeaux et il me disait quand même, il y avait quand même quelques petites phrases, le retour en voiture où il disait: «Écoute, Bordeaux, c'est quand même plus la sécurité que le Matra Racing» et le Matra Racing après est tombé en 2e division. Ouais, non, c'est marrant parce que ta carrière, c'est vraiment c'est la bonne trajectoire qu'on a envie de montrer aux joueurs modernes. Parce que Ouais, tu as eu la patience, tu as fait les bons choix, tu as pas fait les choix financiers, tu as vraiment fait les choix de carrière. ouais. Tu quand même bouffé de la vache enragée à Auxerre, hein. Tu as quand même attendu le bon moment et tu as fait le départ et tu es parti au bon moment. Alors qu'on peut penser à tellement de carrières de super joueurs prometteurs qui se sont soit cramés trop tôt, soit qui sont partis pour de l'argent, qui ont pas eu la longévité que tu as eue. Bien sûr. Ouais, ouais. Non, moi je regrette rien de ma carrière, si ce n'est aussi l'équipe de France évidemment, la période 86-90 qui était quand même pas simple. Ouais. Pas simple du tout. Et ensuite, surtout le fait de jamais avoir cette chance de jouer au Real Madrid ou je sais pas, ou d'un grand club européen, à Chelsea, en Italie, à la Juve, au Milan AC, tu vois, ça c'est quand même. Mais et à l'époque il y avait pas l'arrêt Bosman, il y avait que 3 étrangers et ils privilégiaient pas les joueurs français, les présidents de club à l'époque. Ouais, tu disais qu'aller en équipe de France, après 87-88, c'était désagréable. Ouais, ouais, C'était dû à quoi ça? C'était aux mauvais résultats? Il y avait pas une bonne ambiance au rassemblement? Ouais, c'était un peu un tout. Le coach aussi, Henri Michel, qui avait été beaucoup critiqué. L'affaire de Canto aussi, qui avait quand même insulté Henri. Henri Michel? Ouais, avec des propos très insultants, Honteux. quoi. Ouais, Donc, honteux. ouais, honteux. Donc, c'était, c'était vraiment pas une bonne période. Ouais. On y allait vraiment reculons, quoi. Et en plus, on perdait les matchs. Les résultats étaient même pas là. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que avec le recul, quand tu vois cette génération, que ça me fait rire, les gens ils disent, enfin, certains journalistes parlent de génération perdue. Si tu regardes tous les joueurs, ils ont fait des carrières énormes en Non, mais club. il y avait des super joueurs. C'est Philippe Bercruy, Daniel Bravo, José Gérald Touré, Passy, Christian Pérez, ouais, ouais. ils ont fait en clubs, ils ont été énormes, Ouais. énormes, et pas en équipe de France. Donc il y avait un problème, quoi. Et c'était quoi le problème alors? Parce que je sais qu'on en a parlé un peu plus tôt, mais j'arrive toujours pas à mettre Ben, je sais pas, c'est peut-être effectivement le discours du coach. Moi, je te dis, l'ambiance était vraiment pas bonne, quoi. Hein. Et puis le fait que tout de suite, il y a eu peut-être une trop grosse attente aussi des médias et de tout le monde, peut-être une grosse pression et que nous on n'a pas assumé. Mais je crois aussi les mauvais matchs qui nous ont plombés, quoi, qui nous ont pas donné confiance pour la suite. Il y en a eu quand même beaucoup. Hein. Le Norvège, le Chypre, il y en a eu pas mal de matchs où on est passé complètement à travers. l'Écosse aussi, ouais. Ouais. Quel est l'héritage que tu laisses au foot? L'héritage? Bah écoute, moi, quand je croise des gens, très souvent dans la rue, j'ai plutôt une bonne image. Des gens viennent me voir et souvent sont contents, tu vois. Enfin, sont contents. Ils disaient, putain, avec toi, on prenait du plaisir, t'étais un dribbleur, tu nous as donné des émotions, quoi. Ça, très Ouais. souvent, ils me disent ça. En général, c'est les numéros 10 ou les attaquants, on est là pour ça aussi, hein, pour mettre des buts. Et les gens se souviennent tout le temps des buteurs, des numéros 10, des gens qui créent des émotions, quoi. Et je crois que j'ai laissé cette trace-là, quoi. Soit à Auxerre, à Bordeaux, à l'OM, j'étais toujours dans la catégorie dribbleur, buteur.
C'est l'image qu'on fait quand on croise les gens, quoi. Alors dernière question en ce qui me concerne, peut-être que Guillaume en a une dernière. Quel est ton plus beau but? Le but peut-être qui m'a donné le plus de frissons, enfin quelques-uns. Bon bah évidemment la Coupe du Monde, celui d'aussi le retour des clubs anglais contre Bruce Grobbelaar, le OCR Liverpool, où je fais un très grand match, on gagne 2-0, je mets un très joli but. Après le France-Argentine aussi, hein, mon but de la tête là, avec j'entends encore les commentaires parce que tu sais souvent sur les réseaux sociaux ils te repassent les matchs. Ouais. J'ai pu le revoir avec des commentaires de Jean-Michel Larquet. Là. Ah ouais, Larquet, il t'avait adoré sur ce match. Yeux. J'avais Ouais, rarement entendu un ouais, surtout lui qui est généralement très exigeant, ouais. j'ai rarement vu aussi laudateur que Ok, ce ouais. jour-là. Exactement, ouais, c'est ce que j'ai fait ça, je me suis fait en mettant un très joli but de la tête. Je marquais jamais de la tête contre l'Argentine, qui est après quelques mois après championne du monde avec le grand Maradona. Ça aussi, c'est un des buts qui m'ont marqué aussi. Mais il y en a eu tellement. Ah, parce que moi j'allais dire ton but contre l'OM, contre à Bordeaux, cette reprise de volée sur le centre Oui, est incroyable. évidemment, le doublé, le penalty, le premier que je marque, la reprise de volée aussi, avec le centre de Jean-Philippe Durand, il met cette volée, et aussi qui m'a marqué aussi ce penalty que j'ai raté, où je subis une grosse pression des Marseillais, notamment Gaëtan Huard, qui me fait gentiment un petit doigt d'honneur. Et puis JPP qui me met la pression, mais bon, le match il était joué, je m'en foutais. Il fallait absolument marquer le premier penalty. Deuxième, il est un peu anecdotique parce qu'on menait 2-0 déjà. Effectivement, ce Bordeaux-OM, il est gravé aussi dans ma tête. Hein. Tout le monde m'en parle. Et si tu devais décrire ton but contre la Belgique, tu t'en souviens bien? Ouais, c'est un cafouillage et puis je m'amène bien le ballon et ma frappe, elle trompe Jean-Marie Paf, je crois, qui était dans les buts parce qu'elle est soudaine, quoi. Je contrôle pas, un tout petit contrôle et derrière j'enchaîne très très vite. L'enchaînement est très rapide et cette frappe, elle est sous la barre. Ouais, frappe de mule, ouais. Mm. Guillaume, tu as une dernière question? Ouais, j'ai une petite dernière question qui va être difficile, Jean-Marc. Il y a un tournoi, il y a 4 équipes. Il y a Saint-Étienne, Auxerre, Bordeaux, Marseille. Tu soutiens quelle équipe? Je, je vais soutenir Auxerre parce que c'est la famille. D'accord. C'est toute mon enfance. Je suis arrivé à 13 ans. Je suis parti à 24. Je suis revenu à 30. Donc j'ai tellement de souvenirs à Auxerre avec Guiraud que je dirais Auxerre. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Marc, pour ton Merci à vous. Merci Jean-Marc, c'était vraiment top. Je Ouais. sais qu'on a pris un peu plus que 45 minutes, hein, mais comme on dit, quand on aime, On compte pas. on ne compte pas exactement. Merci beaucoup, Merci Jean-Marc, beaucoup, c'était Jean-Marc. top. Merci beaucoup, hein, Allez, c'était super. génial. Ok, Super. merci à vous. Bye bye. Merci, Jean-Marc. Ciao. Ciao, au revoir. C'est la fin de ce second volet avec Jean-Marc Ferreri. On espère que ces 2 épisodes vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer, l'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou aller sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web, vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes, on se retrouve la semaine prochaine.